Elle est la première femme française à s'être imposée dans la Silicon Valley, et ce, sans mentor et sans network. Normalienne, philosophe, auteure d'une thèse sur John Locke, disciple de Michel Serres, elle quitte les Blancs de la Sorbonne pour se retrouver quelques années plus tard CEO dans la Silicon Valley. Une pionnière, une intellectuelle, une entrepreneuse du réel, Marilène Delbour-Delfis a traversé presque 4 décennies d'innovation, conseillé des centaines de startups, elle a été board member dans des boîtes emblématiques et elle a toujours gardé un œil critique sur les excès de la Silicon Valley. Cette interview, c'est une traversée du Minitel à l'intelligence artificielle générative. C'est une histoire d'émancipation, celle d'une femme qui ne s'est jamais contentée de suivre les règles. Alors sans plus attendre, on accueille Marilène Delbour-Delfis dans Off the Record. La liberté, c'est continuer à apprendre. C'est pas de rester qui on est. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat, plus d'un Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête. Et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape, et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif, choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O, pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. On a un point commun tous les deux. C'est qu'on n'était pas du tout prédestinés pour être dans le monde de la tech. Toi, tu as un doctorat en philosophie, oui. Donc tu es une littéraire aussi, comme moi, et pourtant tu te retrouves dans la tech. Comment ça se fait ? En fait, je suis littéraire, ça c'est clair, mais pour entrer à Normal Sup, il y avait une épreuve de logique mathématique, ce qui était un coup-gorge, ouais. En réalité, pour quand on passait à l'école normale. Et j'ai toujours aimé les maths et les sciences. Donc, l'informatique ne m'a pas paru aussi étrange que ça en réalité. Puis l'informatique, c'est à la fois des sciences, mais aussi de la culture. Donc, est-ce que c'est un art mineur par rapport à justement la philosophie, tout ça ? À cette époque-là, quand toi t'as commencé, c'était un peu gadget cette histoire ? Pas vraiment. Enfin, quand je suis pas rentrée directement dans l'informatique. Après avoir terminé mes études et mon doctorat, j'ai enseigné, bien sûr, mais j'ai fait autre chose en même temps. Parce que je me rendais compte que j'allais pas être prof à la Sorbonne avant l'âge de 40 ans, ce qui à l'époque me paraissait très vieux, évidemment. Et donc, j'ai décidé d'écrire sur un domaine qui était pas très bien vu en France à l'époque, à la fin des années 70, la mode. Ouais, avec ce bouquin-là dont tu m'as parlé. Oui, donc j'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire de la mode. Donc, le premier livre, c'était 79, je crois, oui. Le chic et le look, où j'ai mis à la mode le mot chic et le mot look. Enfin, le mot chic était déjà utilisé, mais il était un peu passé de mode, en quelque sorte. Donc, j'ai écrit le chic et le look. J'ai écrit un livre sur les dandys. J'ai écrit le premier livre sur Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est quelqu'un, au moment où tu écris sur lui, qu'on ne connaît pas. Non, on ne le connaît pas. En fait, un éditeur voulait que j'écrive sur Yves Saint Laurent. Je trouvais bien, j'admirais beaucoup Saint Laurent. C'était déjà une star. Mais voilà, donc c'était... ma réponse a été... demander d'écrire un bouquin sur Saint Laurent à des gens qui n'ont pas envie d'écrire, quoi. Grosso modo. Et je dis, en revanche, c'est plus intéressant d'écrire sur quelqu'un qui n'est pas encore connu et qui va devenir très très important dans la mode, Jean-Paul Gaultier. Tu l'avais rencontré comment, Jean-Paul ? Je l'avais vu 1 ou 2 fois au Palace. C'est aussi simple que ça. Et donc je suis allé voir Jean-Paul et je lui ai dit, je voudrais écrire un livre sur toi. Et il me dit, vraiment, mais il pensait que j'étais tombé sur la tête, quoi.
Et non, j'ai dit, je veux en fait décrire comment du statut de gamin dans les banlieues, tu vas devenir quelqu'un d'important dans la mode. Et j'étais absolument persuadée qu'il allait réussir, c'est vrai. Qu'est-ce qui te faisait dire qu'il allait réussir? Je ne sais pas. En fait, une intuition? Oui, c'est vraiment... J'avais l'impression qu'il se dégageait un petit peu des autres créateurs de mode de l'époque, qui étaient aussi des designers, ce que j'appelais à l'époque les modes non alignés, où il y avait Claude Montana, Mugler, Chantal Thomas, des gens comme ça. Et je trouvais que Jean-Paul avait un ton différent, comme presque une musique différente. Et j'avais aucun doute sur le fait qu'il allait réussir. En parlant de musique, parce que ça c'est un truc que j'ai découvert, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît maintenant, mais ça je l'ai découvert récemment, et maintenant je comprends pourquoi je t'adore. C'est parce qu'en fait t'es une punk. Peut-être un petit peu. En fait, j'aime toutes les musiques. Ouais, mais... Pour tout dire, j'aime réellement toutes les musiques depuis que je suis enfant. Et ta fille est chanteuse d'opéra. Et ma fille est chanteuse, ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui a décidé, mais là, pour le coup... Mais pourquoi je dis punk? Parce qu'on a parlé des Ramones ensemble. Oui, et c'est vrai que j'ai adoré tout de suite la musique punk. L'aspect à la fois ironique, chaotique... irrévérencieux. Irrévérencieux, oui, certainement. Un peu déconstruit. Ouais. Et ça, j'ai adoré tout de suite. Donc, j'ai eu la chance d'entendre les Ramones au Palace. Ouais. Je pense que ce qui m'a le plus impressionné quand même, c'est Suicide, ouais. Avec Alan Vega, qui était passé aussi au Palace. Donc ça, effectivement, j'ai adoré cette période. C'était les années 80? Ces deux-là, même avant? En 81. Je crois qu'ils sont passés au Palace en 81. Parce que le Palace a ouvert, je crois, en 77. Et je venais juste de terminer mes recherches, etc. Donc, c'est à peu près à ce moment-là. Donc, entre 77 et 82, 83, c'est l'année où Fabrice Emmer est décédé. Je suis allée énormément au Palace et j'adorais cette atmosphère. Puis bon, au Palace, il y avait tout. Il y avait les gens de la mode, les gens vraiment branchés de la mode, donc les modes non alignés. Il y avait la musique. Il y avait les gens de la pub. Il y avait des gens de la pub, de la télé. Il y avait plein de gens en tout genre. Et des gens, occasionnellement, des intellectuels. Par exemple, Barthes est venu au Palace. Wow. Et Barthes avait écrit sur le Palace dans Vogue Homme, par exemple. Foucault était venu. Michel Foucault est venu au Palace. Waouh. Il était déjà malade, mais je m'en souviens d'une fois l'avoir vu au Palace. Parce que je le connaissais par ailleurs. Je le voyais assez régulièrement. Donc c'était en fait un milieu de mélange du savoir, mélange des attitudes. Ça se toisait ou c'était bienveillant? Ça se toisait un peu, c'est-à-dire que il fallait en être quand même. Hein. C'est très parisien. Oui, n'entrait pas qui voulait. C'était pas simplement parisien, c'était un peu une clique de gens, on disait à l'époque branchés. Il fallait en être, quoi. Ou bien on en était ou on n'en était pas. Et alors, comment est-ce que ça se fait que, justement, toi qui en étais, d'ailleurs, comment tu en étais qu'est-ce que tu as fait pour en être? Je sais pas. J'allais en boîte, en fait, je voyais les gens. En fait, j'ai toujours adoré les gens. Donc, j'avais pas de mal à connecter avec des gens qui n'avaient pas du tout mon histoire. J'avais un ami qui était plus branché que moi et qui après a fait beaucoup d'émissions en France Culture, Brice Couturier. Donc on parlait beaucoup de l'air du temps ensemble. La mode, quoi. De tout, mais ça allait de Barthes à Jean-Paul Gaultier. À Jean-Paul Gaultier. Ouais. Il n'y avait pas de hiérarchie. C'est un bric-à-brac comme ça pouvait se... Oui, mais ça donne beaucoup d'idées et ça donne une forme aussi de liberté d'esprit. C'est-à-dire que plus on a l'esprit libre, plus on veut de liberté d'esprit. Ça, c'est intéressant, parce que tu parles de Michel Foucault. Oui. Et j'ai fait une erreur en préparant cette émission. Parce que moi, j'étais persuadé, dans nos conversations, que tu m'avais dit que tu avais
fait une thèse sur Michel Foucault, alors que pas du tout. Non. Et je sais pas pourquoi. Mais et cette erreur, elle m'a valu un post où je me suis dit, mais comment est-ce que Michel Foucault arrive dans cette conversation? Et en fait, en me repenchant sur Michel Foucault, j'ai trouvé une modernité absolument incroyable à ce mec, notamment sur cette notion de liberté dont tu parles là. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très préoccupé justement par la liberté, et il avait ce concept qu'il avait récupéré, mais de ce panoptique, de cette prison moderne, où c'était une prison qui était en cercle, où il y avait une tour au milieu, je montrerai l'image pour les auditeurs qui nous regardent sur YouTube, et qui permettait finalement de contrôler tout le monde depuis le centre. Et là, j'y ai vu une sorte d'allégorie du monde, et notamment des réseaux sociaux, et de toutes ces boîtes qu'on considère un petit peu comme trop dominantes, parce qu'elles contrôlent ce qu'on raconte, etc. Et il y a la destruction du panoptique, quelque part, et qui est très intéressante, c'est qu'on est arrivé presque dans une société où il n'y a même plus besoin de cette tour au centre, puisque finalement, tout le monde se contrôle soi-même. On se like, on se commente, on fait des reviews sur une chose, sur une autre. Quelque part, on n'a même plus besoin de garde. Et c'est ça ce que ça m'a inspiré, et on en a reparlé ensemble. Oui, c'est vrai. Mais à partir de ta notion de panoptique, je partirais sur presque une piste un peu différente. Ok, génial. Tu pars sur surveiller et punir, quoi. Oui, c'était le livre de Michel Foucault. Oui. Et moi, quand je pense à Foucault, je pense à l'archéologie du savoir. Et comment il montre qu'à un moment donné du temps, en fait, il y a plusieurs lignes temporelles, il y a plusieurs sédiments dans la société. Il n'y a pas une histoire, il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent. On n'en retient qu'une histoire ou Mais au moment où on vit plusieurs histoires à la fois. C'est ça, ouais. Sur plusieurs lignes temporelles à la fois. Et donc c'est une nouvelle philosophie d'histoire qui m'a plu. Et c'est l'interférence de plein de savoirs qui ont des dates différentes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du même, ce qu'il appelait une épistémé, il y a un network de gens, de choses, de temporalités, d'idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que le moment où on vit est très composite. C'est pour ça qu'en fait on innove. On reviendra là-dessus peut-être, mais ça m'a inspiré la notion, dans mon livre sur l'innovation, ça m'a inspiré la notion de kairos. Le panoptique, c'est pas tellement ce qui permet de surveiller, c'est la coexistence de plusieurs philosophies, plusieurs manières d'être en même temps, à un moment donné. Et je dirais que c'est plutôt une pantopie, puisque là, c'est un livre de Michel Serres. C'est-à-dire qu'à un moment du temps, il y a plusieurs topos, il y a plusieurs topoi, enfin plusieurs choses qui existent simultanément, et entre lesquelles on ne peut pas nécessairement faire de hiérarchie. Mais on peut faire des liens. Et on peut faire des liens. Et il y a une fluidité du savoir. Ouais. Tu es disciple de Michel Serres. Oui. Hein, tu l'as très bien connu. Très très bien. On va en parler, mais il y a aussi une autre personne, et tu vas voir pourquoi je voudrais t'amener sur cette histoire-là que tu as fréquentée. Tu parlais de mode, et on parle de parfum. C'est Guerlain. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, ouais. Ouais, t'as rencontré ce personnage incroyable, hein, et en fait, tu as commencé à cartographier justement toutes ces essences, et toutes ces choses-là. Et j'en parle parce que là, on va s'approcher de l'informatique. Tu as commencé à créer de la base de données, quoi. C'est finalement cet intérêt pour le savoir et sur comment est-ce que ce savoir se structure et tout ça qui t'a amené finalement à l'informatique et aux bases de données. Je vais faire là aussi un saut, c'est que tu as créé une société absolument incroyable qui s'appelait 4D et qui était la première base de données sur Macintosh. C'est toi. Et ça, tu vas le faire ici dans la Silicon Valley. On va voir comment tu arrives dans la Silicon Valley, etc. Mais juste pour que les gens comprennent. Mais revenons à Guerlain. Comment ça se passe? T'as quel âge? Tu rencontres Guerlain dans quelles conditions? En fait, Saint-Gobain-des-Jonquières, qui était qui est toujours, qui était à l'époque en tout cas le plus grand producteur de flacons ouais. de parfums du monde, avait commencé une petite base de données de parfums. Donc il me montre ça parce que je venais les interroger parce que je faisais un article, je crois, pour Elle sur les flacons de parfums. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait, d'abord ils en avaient pas beaucoup,
il y avait un certain nombre d'erreurs. Et donc, j'aurais dit, mais corrigeons ça. Donc, et c'est là que le président de cette partie de Saint-Gobain m'a demandé si je pouvais faire un corpus. Donc, 15 jours plus tard, effectivement, j'avais 5 ou 6 000 noms de parfums. Donc, évidemment, là, ils avaient fait ça sur un Apple II. Ça tenait pas. Moi-même, je connaissais pas l'Apple II, l'Apple III, et après l'Apple III, mais je connaissais un petit peu l'informatique, donc ça m'a paru assez naturel. T'allais pas faire ça sur un registre papier, quoi, c'est ça. Quoi. Voilà. Mais en fait, je faisais les choses relativement sur papier, parce que j'avais compulsé à peu près 40 000 revues de mode pour écrire le chic et le look. Hein. Waouh. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT, hein. Non, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT, ouais, c'est sûr. Donc, ça veut dire que tu t'étais tapé, t'avais lu tous les trucs, quoi. Oui, j'avais lu beaucoup de choses. Ouais. Donc, mais c'est vrai que l'idée de communiquer le savoir par l'intermédiaire d'un ordinateur, ça m'a paru évident. Et donc, il y avait un programmeur qui faisait ça pour Saint-Gobain. C'était une entité extérieure. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, j'ai repris tout ça et j'ai créé ce qui est devenu la boîte qui a fait 4D. Ouais. Et Guerlain? Et donc, Guerlain, je l'interviewais parce que je devais écrire un article sur les parfums qui venait de sortir pour Le Monde, ou Le Monde Dimanche. Mais c'est dingue ça, comment tu écris pour Elle, tu écris pour Le Monde? Bah, j'étais pigiste, puis c'est tout. Ouais. En fait, quand j'ai écrit mon premier article dans Le Monde du dimanche, à l'époque, les gens remarquaient ce que j'écrivais, donc pour moi de l'écrire. C'est-à-dire que quand on écrit un article, si l'article plaît, on est demandé par d'autres publications. Et donc, quelqu'un du Monde recevait Jean-Paul Guerlain. Il savait que je connaissais un petit peu l'histoire de la mode, un petit peu l'histoire de la parfumerie, mais pas beaucoup. Et j'ai posé plein de questions qui ont plu à Jean-Paul Guerlain. Et donc, tout en lui disant que je n'étais pas né, je connaissais pas grand-chose. Et il m'a offert de me former. Et j'ai rencontré après plein de parfumeurs qui m'ont énormément aidé à apprendre l'histoire de la parfumerie. J'ai eu beaucoup de chance. Tu viens d'où, Marie-Hélène? Tes parents, t'es parisienne à la base? Mes parents étaient venus en Bretagne. Donc ma mère était directrice d'école, une des plus grosses écoles de Saint-Brieuc, et mon père était au départ instituteur et après prof de lettres. D'accord. Donc tu baignais quand même dans le savoir, et dans la connaissance et dans l'amour des lettres. Oui, ça c'est évident. Et surtout, dans la bibliothèque de mon père, il y avait des livres en toutes les langues. Ouais. Mon père lisait 7-8 langues. Ouais. Donc, c'était mais pas dans les mathématiques. Ma mère, oui, plus les maths, oui. Ouais. Oui. Ça vient c'est plus ton côté maternel. C'était le côté de ma mère. Et j'aimais beaucoup les maths. Tu dis un truc sur l'intelligence artificielle que je trouve super intéressant. Tu expliques que l'intelligence artificielle est complètement naturelle sur un plan mathématique. Que, en gros, c'est une sorte de combinatoire parfaite. Oui. Et que, en fait, c'est que de l'algèbre, cette histoire. Enfin, c'est de l'histoire sémantique, c'est en fait beaucoup de disciplines, mais ça consiste à créer des combinatoires de tokens, quoi. Ouais. Et des combinatoires et des niveaux. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'a tout de suite plu, en réalité. Parce que ça m'a fait penser à mon auteur préféré en philosophie, qui était Leibniz. Ouais. Voilà. Alors, parle-nous de Leibniz, parce que tu veux... Ça, non, on n'est pas dans un cours de philo quand même. Non, mais pourquoi c'était ton auteur préféré? Parce que moi, au contraire, ça, quand on en a parlé, moi, ça m'a fait penser à mon auteur préféré, qui est Borges. Ouais. Et il y a cette notion... Il y a vraiment, effectivement, une corrélation. Il y a une corrélation. Totalement. Dans cette histoire, dans cette nouvelle de Borges... La bibliothèque de Babel. Ouais. La bibliothèque de Babel, où finalement, on pourrait, de façon aléatoire, recréer n'importe quelle œuvre. C'est juste une question de combinaison. Exactement. Et quand on a parlé de ça, ça m'a refait penser à cette bibliothèque de Babel. Et je me suis dit, et là, tu vois, j'ai une réflexion, peut-être que je me trompe, mais je me suis dit, en fait, l'intelligence artificielle n'est qu'une machine à voyager dans le temps, parce qu'elle permet d'accélérer
l'accès à cette combinaison. Borges, lui, il n'avait pas pensé à cette intelligence artificielle. Oh, quoique, l'Aleph peut-être Oui. était déjà ça, mais là, tout d'un coup, on n'a plus à attendre des millénaires pour que cette combinaison apparaisse magiquement. Et là, avec ChatGPT, en un prompt, on obtient cette combinatoire magique. C'est vrai. Et donc, pour revenir à Leibniz... Voilà, c'est pour ça que je t'amène là-dessus. C'est là qu'on s'aperçoit... Enfin, il y avait des textes magnifiques de Leibniz en latin sur l'art combinatoire, l'ars combinatoria, et dans lequel il explique aussi que cet art combinatoire, c'est un ars inveniendi. C'est l'art aussi d'inventer. D'innover, d'inventer, de créer. Exactement, exactement. Et donc, ChatGPT, Gemini, Mistral, enfin, DeepSeek, enfin, beaucoup, hein. Ouais. C'est en fait l'art d'archiver le savoir pour permettre aux gens de le recombiner. Est-ce qu'on a dompté le hasard? Je ne crois pas. Pas encore. C'est ça les hallucinations, justement. Oui, voilà. Le hasard se rappelle à nous, quoi. On ne dompte pas le hasard. Ouais. Pas plus qu'on ne dompte la connerie. Hein. Le private equity, c'est l'une des classes d'actifs les plus performantes au monde. Sauf que j'ai toujours cru qu'elle était réservée aux ultra riches et aux institutionnels avec des tickets d'entrée de plusieurs millions. Et puis j'ai rencontré Bradley Lafont, fondateur de Fondora, qui a décidé de rendre le private equity accessible à partir de seulement 100 €. Fondora, c'est une plateforme qui te donne accès au top 25% mondial des fonds, avec une sélection pilotée par Sanso Longchamp, société de gestion française qui gère 3 milliards d'euros, et les investissements sont sécurisés via des SPV indépendants. Déjà plus de 5000 investisseurs ont rejoint Fondora et ils ont collecté plus de 15 millions d'euros. Si toi aussi tu veux investir dans le private equity, rends-toi sur fondora.fr. Mais je le rappelle, investir comporte toujours des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Allez, retour à ton épisode. Est-ce que tu te souviens de ton arrivée ici aux États-Unis? Oui, quand même. Comment tu arrives? Parce que t'es super branché à Paris, Ouais. t'as accès à des gens absolument incroyables, tu t'es fabriqué un réseau de malades, et tu décides de... Là, je la connais pas, l'histoire, donc tu vas me la raconter. Une fois que j'ai commencé effectivement à me dire qu'une base de données qui me servirait pouvait servir à tout le monde, j'ai plongé dedans, et donc j'ai effectivement... fermer les portes de ma vie précédente, en quelque sorte. J'ai vraiment bossé pour une malade pour comprendre des choses aussi simples que la comptabilité. Hein. Donc, et puis à l'époque, j'avais pas du tout, il y avait pas de l'argent, il n'y avait pas de VC en France. En tout cas, je ne savais pas qu'on pouvait demander de l'argent à des VC pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles pour financer les premiers manuels de mon premier produit et de 4e dimension, en l'espèce. Donc, mais tu avais déjà compris que ça allait pas se passer en France. Non, c'est pas du tout ça. J'y pensais même pas. C'est-à-dire que à Macworld, enfin, c'était une Macworld ou à Mac Expo, enfin, je sais plus quelle était l'expression. Il y avait une présentation à Paris des gens qui faisaient des produits, et j'ai eu la chance que Anna Rossmann, autre figure de la Silicon Valley, voilà, qui travaillait chez Apple, remarque 4e dimension et soit intéressée. Et la French Connection, là. Hein. Oui, c'était une French Connection. Je peux pas rêver mieux, quoi. C'est-à-dire un type éminemment intelligent. Il faudrait qu'on l'ait dans Off the Record. Ce serait bien que moi je le connais pas. Je le connais très bien. Ouais, ça serait top. Hein. Donc il te remarque, vous rencontrez à Mac Expo. Il recommande que je vienne avec le programmeur de 4D en l'espèce à Cupertino. Et là, ça te paraît normal ou là, non, c'est quand même un truc assez Ça me paraît normal, en fait. J'avais pas de sentiment particulier. Ouais. Donc, t'allais rencontrer Steve Jobs, mais à l'époque, Steve Jobs, bon, c'est pas le Steve Jobs d'aujourd'hui, quoi. Je mesurais pas. J'avais entendu parler de lui par Jean-Louis Gasset, qui était encore un autre qui bossait chez Apple, qui prendra sa place. Voilà. Aussi. Et
mais je sais pas, c'était pas gigantesque dans mon imaginaire. Guerlain l'était beaucoup plus. Ou Michel Serres. Peut-être. En fait, je me faisais pas un cirque personnel sur les gens que je rencontrais. J'ai toujours considéré que tous les gens, connus ou pas connus, étaient des gens bien. Donc, je cherchais pas. Je me suis pas dit, je vais rencontrer un tel. J'ai jamais regardé les gens comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un de totalement inconnu est aussi important pour moi que quelqu'un de connu. Et ça, je peux le dire parce que je le vois et je sais comment tu t'adresses aux gens et comment tu parles avec les gens. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans le savoir. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans les... Il n'y a que des connexions. Oui, il y a des... Mais pour revenir donc à ta question, j'ai aussi présenté le produit à Guy Kawasaki. Et donc, Apple, finalement, très vite, a voulu publier le produit. Mais ça interférait avec ce qui servait à l'époque HyperCard. Ok. Donc, c'était deux perspectives totalement différentes. Ouais. Là, c'était vraiment de la base de données relationnelles graphiques. Et l'autre, c'était du document organisé graphique. Et il y avait un conflit. Donc, j'ai donné à Apple le droit de distribuer au niveau international pendant un moment. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été suffisant et intéressant. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'il était plus simple que je crée une entreprise ici. Et donc, j'avais déjà gagné de l'argent en France en bout d'un an, un an et demi. Avec 4D ? Avec 4D, oui. Ouais. Et, en vendant à des entreprises ? En vendant à des entreprises. Comme Guerlain. En vendant à qui voulait acheter, littéralement. Ouais. Et parce que j'avais pas de stratégie particulière. J'avais j'avais l'idée d'empowerment. Je sais pas comment on traduit pas ça en français maintenant. L'idée de rendre possible pour les gens de faire d'organiser leur savoir. Qui était l'idée de Steve Jobs, hein, c'était de rendre autonome, c'était le Homebrew Computer Club, c'était exactement ça. Voilà. Faut expliquer aux gens et aux jeunes qui nous regardent, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous regardent. À l'époque, l'informatique, c'était des énormes machines Exactement. qui étaient à disposition du pouvoir. Et soit de l'armée, soit des gouvernements ou des grandes entreprises. La micro-informatique, c'est-à-dire celle qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir ce pouvoir dans notre téléphone ou sur notre bureau, sur notre ordinateur, ça n'existait pas. Et cette notion d'empowerment dont tu parles, le Homebrew Computer Club, qui était ce club absolument génial où Steve Wozniak faisait partie et que Steve Jobs a quelque part infiltré. C'est là qu'il va rencontrer Steve Wozniak et qui va le cornaquer un petit peu, quoi. Et je connaissais avant, mais... Ouais, mais c'est le début de l'informatique personnelle. Voilà. Vraiment. Et leur mission sur Terre, c'était ça. Oui. C'était de c'était de partager ce pouvoir, aujourd'hui entre les mains des puissants, et le mettre entre les mains des individus. Oui. Et toi, tu étais animé aussi par la même chose, quoi, quelque part. Mais je pense que c'était l'ère du temps. 70, 80... début des années 80, c'est dans l'ère du temps. Donc, j'ai créé... je me suis dit, le plus simple, c'est de créer la boîte. Et puis, j'ai fait venir de l'argent que j'avais gagné en France. Et donc, j'ai bootstrappé aussi la société américaine, qui était... une filiale, mais en fait, je dirigeais pratiquement le monde à partir de la filiale américaine. Tu t'étais installé ici? Tu t'étais basé ici? En même temps que tu avais incorporé? Ouais, à Cupertino. Et, mais il y a une chose que j'ai compris très rapidement, c'est que je n'avais pas tout à fait le profil. D'abord, je parlais l'anglais, je connaissais bien l'anglais classique, ayant traduit John Locke. Je connaissais bien l'anglais du 17e, du 18e, du 19e. Pas l'anglais de Californie. Mais carrément pas l'anglais de Californie, pas les idiomes. En plus, j'ai quand même tout de suite compris que c'était pas évident dans une femme. Il n'y avait pas de femmes, très peu. Non. Donc, je pense que j'ai eu le bon sens de demander à Kawasaki de venir diriger la boîte. Bon, j'étais derrière, c'est sûr. Guy Kawasaki, on explique qui c'est. Oui. C'est toi qui le découvres, hein, qui lui donne ce rôle. Oui, en fait, il était très célèbre aux États-Unis. Déjà ?
Oui, très 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 célèbre. C'était l'évangéliste du Macintosh. Ouais. C'était une célébrité, mais je ne savais pas que c'était une célébrité. Et donc, quand je lui ai demandé de me rejoindre, il m'a dit « Really ?» C'était son expression. Parce que je trouvais qu'il était très très intelligent, très rapide. J'aimais beaucoup ses démonstrations du Macintosh. Et donc, j'ai posé la question et c'était un moment où c'était important pour lui. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai dit dans mon introduction que tu n'avais pas de mentor et que tu n'avais pas de réseau. De réseau, tu n'en avais pas, ça c'est sûr. C'est vrai. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que des mentors, finalement, tu les cites là, tu les as recrutés. Ouais. Et ça, c'est hyper puissant ce que tu as fait, Marie-Hélène, parce que tu crées ta boîte et tu donnes les clés à quelqu'un. Souvent, il y a énormément d'ego chez les entrepreneurs. Ils veulent pas laisser sur leur poste et tout ça. Tu reprendras les clés après, mais tu as utilisé pendant 2 ans, utilisé au sens noble du terme, hein, Guy Kawasaki, pour comprendre, alors que c'était ta boîte, quoi. Oui, mais j'ai jamais eu cette forme d'égocentrisme, c'est vrai. Et je pense que, tu parles de mentors, en fait, on trouve les mentors en écoutant les gens qui peuvent vous mentorer. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que des mentors peuvent être des gens inconnus. La tendance des gens, des entrepreneurs, c'est de dire « je veux un mentor célèbre ». Non. Un bon mentor, c'est quelqu'un que vous avez envie d'écouter. Ouais. À qui on a envie de passer du temps. À qui on a envie de poser des questions, mais d'abord qu'on a envie d'écouter. Et je crois que ma force a été d'écouter. Ma force aussi était de me rendre compte que la Californie était un monde étranger. Et c'était un monde très étranger pour moi, parce que, faut pas oublier que j'arrivais de Paris, j'étais dans la philosophie, dans la mode, dans la musique branchée. Je connaissais très bien New York, parce que je faisais du consulting sur la parfumerie aussi à New York. Et la Californie, c'était un peu le milieu de nulle part. Hein. Ouais. Surtout à l'époque. La Californie des années 85-86, c'était un peu un désert culturel. Il se passait rien. Il se passait pas grand-chose. Et ce qu'on appelle la Bay Area, qui est plus grande que la Silicon Valley, hein, la Bay Area, ça va de San Francisco à San José. À San José, c'était beaucoup plus petit que maintenant, en termes de population. C'était des champs. Il y avait beaucoup de champs. Et c'était pas tout à fait la même force commerciale. Entre 1980 et 2024, il y a une augmentation du GDP de la Bay Area de 800%. C'est pas le même monde. C'était un monde très blanc, masculin, blanc. Aristocrate. Je sais pas si... Il y avait des grandes familles très puritaines. Il y avait des grandes familles, mais c'était 70% blancs, des mecs blancs. Ouais. Et maintenant, c'est en fait les blancs, on est une minorité. 34% à San Francisco. Bon, voilà. Donc, c'est pas du tout le même monde. Et donc, pour revenir à, j'étais impressionnée par le Macintosh, bien sûr, mais pas autant que ça, parce que j'avais vu avant un ordinateur et qui était beaucoup plus proche de moi en fait. C'était le Fairlight. Waouh. Et qui était le premier synthétiseur programmable avec du music sampling et tout. Et j'avais vu ça à New York et c'était affreusement compliqué. Hein. Mais c'était magique pour moi. Et donc le sentiment de magie de toucher un ordinateur, d'en faire quelque chose, de changer la perception du monde, pour moi, elle est venue par la musique. Ouais. Parce qu'il y avait un Fairlight, je crois que je l'avais vu au Puck Building. C'était en 81, 82. Ça, pour moi, c'était la magie. Les ordinateurs personnels, Apple II, Apple III, le Lisa, tout ça, ça a été rapide. Hein. Et le Macintosh, c'était en fait plus ordinaire. C'était moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire, donc il n'y avait pas le sentiment de « waouh ». Le sentiment de super wow que j'ai, ce super d'émerveillement que j'ai eu, après ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Peut-être l'iPhone. Ah ouais. Voilà. 2007. Bien plus tard. Beaucoup plus tard.
On reste à cette époque-là, dans le milieu des années 80. On est post-69, Summer of Love. Donc, il y a eu déjà cette rébellion ici, ici à San Francisco. Commence à émerger dans les années 70 une contre-culture qui va être très très forte. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Est-ce que quand toi tu arrives dans les années 80, milieu des années 80, ce sentiment de contre-culture, qui est né aussi de l'éloignement de Washington, on est loin de Washington, on a des sortes d'adolescents un petit peu nerds, perdus très loin, qui font des trucs dans leur coin, et est-ce qu'ils le font dans un sentiment de contre-culture? Comment tu l'as vécu ça? En fait, je ne l'ai pas du tout vécu. Ok. Parce que la notion de contre-culture dans la Silicon Valley était déjà passée. C'était passé, ça. Dans les années 80, il y avait plus... On rentrait déjà dans l'ère Reagan. 1985. Ouais. Donc, cet aspect de contre-culture, au contraire, je trouvais plutôt plan-plan, quoi. Ok. Hein, et surtout, la musique était baba cool nul. Ok. Donc, faut pas oublier que je venais d'un monde où, je sais pas, j'avais entendu en 82 Nina Hagen, ouais. Et d'entendre les nanas qui chantaient dans des clubs minables à San Francisco. Pour moi, c'était le genre, mais purée, où est-ce que je suis, quoi. Ouais. Donc, il n'y avait pas du tout de contre-culture. Dans l'esprit des gens qui habitaient depuis longtemps, il y avait certainement ce sentiment de contre-culture, ouais. Ce sentiment d'être unique, etc., d'être individualisé, etc. Mm-hmm. Mais moi, venant de l'extérieur, j'ai trouvé ça vraiment baba cool, quoi. Baba cool chiant. Ouais. Non, mais c'était plein de trucs. Bon, j'ai regardé ça un peu. C'était pas excitant, quoi. Tu faisais des allers-retours avec Paris souvent? Oui. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Mm-hmm. C'était, grosso modo, c'était 15 jours. Ah oui? Ouais. Ah ouais, 2 fois par mois? Pratiquement, oui. Ouais. Et après, j'ai eu ma fille en 88, qui m'a accompagnée tout le temps. Ouais. Et donc, elle était à l'école française à Palo Alto et à l'école française à Paris. Comment ça se passait, justement, ces allers-retours? Parce que là, c'était presque... Est-ce que... Aujourd'hui, les gens qui font des allers-retours, ils ont l'impression de voyager dans le temps. Hein. Et quand tout le monde qui vient ici dans la Silicon Valley aujourd'hui me dit j'ai l'impression de vivre dans le futur, d'être projeté comme ça. À l'époque, c'était moins le cas? C'était peut-être moins le cas. Mm-hmm. Et puis, en fait, pour tout avouer, quand tu es complètement pris par ta boîte, tu regardes pas trop ce qui se passe partout. Alors pourquoi tu venais à Paris? Parce que j'avais aussi la boîte à Paris. Ah oui. J'avais des employés à Paris. Donc t'as été une des pionnières, l'inventrice du modèle cross-border entre une start-up avec des équipes à Paris et des équipes oui. dans la Bay Area. Oui. Et après, j'ai eu une boîte à Hong Kong. Et on est pré-internet, hein, là. Donc, ça veut dire que on s'envoie pas des mails et tout ça, hein. Alors, il y avait une chose qui était extraordinaire. Ouais. C'est que, il y avait une messagerie Apple Link. Ça a été très, très puissant. Ouais. Et moi, très vite aussi, je me suis mis sur CompuServe. Ouais. Donc, j'avais toujours, en fait, l'idée de communiquer. Ouais. Donc, Internet est venu normalement dans ma vie. Mm. Mais CompuServe, j'ai adoré. Mm. À un moment, j'adorais ListServe, qui était un produit français, quand même. Donc, il y avait des trucs qui s'inventaient en France, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'était pas une... le Minitel, ça me paraissait un petit peu gadget, et surtout, c'était moche. Mm. C'était peut-être... c'était pas beau, quoi. Mais j'avais pas le sentiment... de 2 mondes totalement différents. Visiblement, il y a beaucoup plus d'énergie ici. Et alors, à plus forte raison maintenant. Mais il ne faut pas oublier que là, même à l'époque, dans la Silicon Valley, était concentré dans une toute petite superficie, plein de choses. Donc, on ne peut pas attendre, quand on voyage, de trouver quelque chose d'équivalent à la Bay Area. Donc, je voyais bien qu'en France, il y avait moins de choses, mais j'essayais pas de projeter le modèle de la Bay Area sur la France. La Bay Area, c'est les 2 tiers de la Bretagne. Okay,
C'est rien. Okay. C'est tout petit. Donc, et c'était déjà, effectivement, par rapport à la France, il y avait un sentiment d'ébullition, moins que maintenant, mais donc quand on projette, on est un peu injuste quelque part, hein, parce que c'est pas comparable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté en France. On s'est rendu compte qu'on avait perdu. C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'à l'époque, de cette époque dont tu nous parles, il y avait des trucs qui se passaient en France, il y avait des technologies très avant-gardistes qui naissaient en France. Alors, peut-être pas le Minitel, peut-être que c'est d'ailleurs là qu'on a merdé, hein, c'est peut-être avec le Minitel. On a perdu avec le Minitel, je crois, oui. Ouais, parce qu'en fait, on a créé un autre couloir de nage et on s'est mis à nager dans un couloir parallèle. Et c'est ça ce qui s'est passé peut-être avec le Minitel. Je crois. Je crois que, d'une manière générale, il n'y a pas que la France. Les différents pays européens n'ont pas vu venir la nouvelle déferlante américaine. C'est ce que notait déjà en 67 Jean-Jacques Chaban-Schreiber en parlant du défi américain. Je pense que l'Europe s'était relevée de la Seconde Guerre mondiale, mais finalement n'était pas prête à affronter la notion de marché international. Elle était repliée encore sur elle-même. Mais chaque pays vivait sur lui-même. Et c'est peut-être encore vrai maintenant. Peut-être c'est un sujet dont on pourra parler. Mais donc c'était pas le même monde, quoi, c'est tout. C'est pas les mêmes critères. En plus, alors, dans un pays comme la France, il y avait l'idée de souveraineté, un terme très gaulliste. On parlait de l'exceptionnalisme américain, mais les Français ont eu leur exceptionnalisme big time eux-mêmes. Donc, et la France n'a jamais eu besoin de s'exporter, les Français n'avaient pas besoin, n'ont jamais eu assez faim pour être obligés de quitter la France. Ils ont quitté la France avec l'édit de Nantes, mais à part ça, l'édit de Nantes et puis après les Juifs français. Mais d'une manière générale, il n'y avait jamais eu le sentiment d'urgence de quitter le pays pour les Français. Hein. Faut pas l'oublier. Donc, l'histoire fait les mentalités, quelque part. La géographie. Il y a un truc que tu dis par rapport à cette différence culturelle aussi entre la France et les États-Unis, et en particulier la Silicon Valley, c'est que ça tient énormément à la linguistique. Oui. Et à la langue. Et toi, tu as traduit John Locke et des gens comme ça. Tu t'es intéressé énormément à la langue, tu t'intéresses au savoir. J'aimerais bien que tu nous expliques ça, parce que ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, je pense que c'est encore vrai. C'est-à-dire que, beaucoup de gens comprennent l'anglais et parlent l'anglais maintenant. Ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, mes employés ne parlaient pas l'anglais, donc ils l'ont appris et ils ont été... ça a été très bien. Mais c'est pas parce qu'on comprend l'anglais et qu'on peut baragouiner un petit peu qu'on comprend un pays. Donc ça, c'est un point capital. Et c'est pour ça que je recommande, quand je vois des Français qui me posent des questions, je leur dis, écoutez, parlez le moins possible pour écouter le plus possible. Et essayez de prendre le pli. Parce que... Imiter, avoir le sentiment de ce qui se passe. Éviter de rentrer dans des grandes dissertations quand vous expliquez votre produit, dans tous les tenants, aboutissants, le pourquoi, du comment vous êtes arrivé là et pourquoi vous êtes génial. Montrez le produit et expliquez à qui vous écoute comment ça va lui servir. Keep it simple, stupid. C'est pas simple, stupid. La communication américaine est plus directe, est plus action-oriented. Okay? Donc, prenons en compte, il est important de prendre en compte la manière dont vivent les gens.
si on les barbe pendant 10 minutes en expliquant le pourquoi du comment derrière tout ce qu'on a fait, c'est pas leur culture. Donc, on les perd. Ils en ont un peu rien à faire aussi de qui tu es, et ils sont plus intéressés par ce que tu fais, c'est ça? Probablement. Quand on a fait ces études aux États-Unis, ils sont intéressés à savoir si on les a faites, mais d'une manière générale, ils veulent savoir à quoi ça sert. Donc, pas perdre trop de temps avec des considérations extérieures et un peu narcissiques. En réalité, l'art de vendre, c'est quand même parler aux autres. C'est pas se parler à soi-même. Et les écouter. Oui, exactement. Ouais. 4D, ça va se terminer comment? Après 4D, j'ai aidé d'autres entrepreneurs. Mais tu restes aux États-Unis? Je reste aux États-Unis. Ma fille qui a fait le va-et-vient entre la France et les États-Unis. Elle devient adolescente et là elle dit j'en ai marre. Non, elle n'était pas adolescente, elle avait 9 ans, 10 ans. Mais elle trouvait que c'était un peu difficile d'être en France. En fait, mon grand choc émotionnel, c'est quand ma fille un jour me dit « Maman, tu trouves pas que les Français sont rude ?» Méchant. Un peu brusque. Brutal. Et donc, ma réponse a été, ils ont une interface différente. Donc, elle voulait rester, et donc, comme je suis mère célibataire, donc finalement, on reste là où vos enfants sont, je pense. Où ils sont bien. Où ils sont bien, en tout cas. Et donc, j'étais quand même, j'avais contre moi que j'étais encore une femme et française. Ouais. Parce que c'était toujours une femme et toujours française. Ben oui. Et donc, il y avait quand même pas beaucoup de femmes pour diriger des boîtes d'informatique à l'époque. Et encore moins des françaises. Donc, j'ai pas essayé j'ai pas été pushy, quoi. J'ai pas été. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai vu quand même beaucoup de gens, de plein de nationalités, qui avaient besoin de coach, qui avaient besoin de quelqu'un qui les aide à faire leur stratégie. Donc, en fait, j'ai aidé énormément l'entrepreneur. Et donc, j'ai renforcé mon propre savoir, en fait. Donc, ça m'a beaucoup formé de former les autres. Mais si ta fille ne t'avait pas demandé à rester, tu serais rentré en France, certainement? Je ne sais pas. Tu sais pas. Peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être que je serais allée à New York. Parce que j'avais beaucoup aimé New York quand je faisais des choses sur la parfumerie. Mais je n'ai pas l'habitude de refaire ma vie. Ah, c'est intéressant, ça. Tu n'as pas l'habitude de refaire ta vie. Et de penser à ce que j'aurais pu faire, j'aurais dû faire, etc. J'ai vécu ma vie comme elle se présentait. Et comme j'étais toujours intéressée par des choses un peu différentes, j'ai fait plein de choses marrantes et intéressantes. Voilà. Régulièrement, cette obsession française pour, par exemple, le diplôme et la peur de l'échec, par exemple, qui est encore réelle, même si ça s'est un petit peu amenuisé, cette histoire-là. Oui, ben, en fait, c'est lié à d'autres problèmes. C'est lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité dans les entreprises. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'avoir des diplômes s'ils veulent être connus. Parce que la notion d'expérience professionnelle au travers de plusieurs sociétés est encore sous-évaluée, sous-estimée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité professionnelle. Donc, les gens sont obsédés par le diplôme parce qu'au fond, c'est un ancrage. Mais est-ce que tu ne crois pas, pour reprendre une phrase de Bourdieu, qu'il n'y a pas une forme aussi de reproduction sociale un peu en France, alors qu'ici, c'est un modèle qui est beaucoup plus basé sur la méritocratie? C'est vrai qu'il y a une reproduction sociale en France, mais je suis presque un exemple du contraire. Parce que j'ai fait une grande école. Et donc, les gens qui faisaient les normaliens, les polytechniciens, venaient de familles plus aisées que la mienne. Donc il y avait en fait, dans le système français, une vraie méritocratie, parce que j'étais une très bonne élève, et que j'avais pas peur de travailler. Donc moi, je pense que l'éducation
française, le système éducatif français donnait une vraie chance à beaucoup de gens. Alors peut-être que c'est plus le cas maintenant, je ne sais pas, mais mon cas, c'est je dois tout au système d'éducation en France. Je dois beaucoup de choses à l'école normale supérieure. J'ai beaucoup de chance. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer l'idée que aux États-Unis, tout est facile, parce que on s'aperçoit quand même que il y a aussi une aristocratie, il y a aussi une reproduction sociale ici aux États-Unis. Exactement. Ouais. La différence, et peut-être c'est là que j'ai jamais beaucoup aimé Bourdieu pour te dire, mais parce que c'est un peu fixe, son habitus, son chant, sa violence symbolique, tous ces trucs-là. Je trouve ça un petit peu rigide. Même je trouvais ça rigide à l'époque. Donc, ce qu'il oublie de considérer, et c'est là que les États-Unis sont vraiment un pays intéressant, c'est l'aspect network. C'est-à-dire que il y a la hiérarchie sociale, c'est évident, mais quand si on arrive à s'infiltrer dans des réseaux, on peut surmonter les obstacles. Donc c'est un peu comme sur la 101, si on fait du carpooling, on va plus vite et on peut prendre le fast track. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, les possibilités de networking aux États-Unis sont plus grandes parce que, et pour les entrepreneurs, c'est très très important, c'est parce que d'abord, c'est un grand pays, il y a beaucoup de boîtes, qui ont beaucoup d'employés, il y a beaucoup de mobilité. Donc, quand on est entrepreneur aux États-Unis, on a un network des boîtes où on a bossé, on a le network des grosses universités, même si elles ne sont pas importantes, dans lesquelles on a bossé, enfin on a été étudiant. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un network extraordinaire. Et donc, des pays comme l'Europe, les networks sont beaucoup plus petits. Et puis, il y a beaucoup de possibilités. Il y a les networks des normaliens, tout peu minuscules, parce qu'il y a très peu de normaliens. Mais maintenant, le network des grandes écoles. Mais en nombre, c'est petit. Et puis, il ne se passe pas grand-chose entre les pays. Et alors, et surtout, l'Europe c'est une entité commerciale, c'est une entité juridique, mais ce n'est pas une entité stratégique. Et politique non plus. Politique et stratégique. Et là, ce que j'espère, c'est que il va se passer quelque chose. Déjà, en France, des initiatives comme la BPI, déjà qui mettent ensemble les grandes écoles de plus en plus, mais ils devraient intégrer les écoles allemandes, suédoises, enfin, toutes les écoles européennes. Il n'y a pas de stratégie européenne. Par exemple, pour l'IA, il y a plein, quand je regarde les papiers venant d'Europe, il y en a des quantités. Je crois que, les premiers sont les Chinois, mais je crois que si on agrège tous les papiers sur l'intelligence artificielle faits par l'Europe, on arrive en deuxième en tant qu'entité européenne. Et après, c'est les États-Unis. Mais il n'y a personne pour coordonner tout ça. C'est pas consolidé, quoi. Non, c'est consolidé. Est-ce que tu crois qu'il y a un modèle français crédible pour la technologie aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on est contraint d'être une nation colonisée par les Américains encore pour plusieurs années ? Je ne sais pas s'il y a un modèle français crédible. Est-ce que c'est même une bonne question ? Ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'on peut faire un modèle européen crédible ? Ouais. Parce que c'est toute une question de masse, de taille. Donc il y a peut-être un petit modèle français, mais les Suédois sont très très bons, alors que c'est minuscule par rapport au nombre d'habitants. Ils ont plus de licornes que nous ? Oui. Les Finlandais sont encore plus petits encore. Donc, peut-être que la France devrait se mettre à aimer le travail un peu plus, en fait. Alors, on enregistre cette émission, on est en plein dans le début des ponts du mois de mai. Mais... C'est impossible. Là, moi, je travaille beaucoup avec la France. Là, on m'explique qu'il faudra revenir fin mai, quoi. Non, mais en fait, il n'y a pas...
Tu sais qu'on va se faire défoncer quand on dit ça, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ça me dérange pas mais je trouve que les Français ne travaillent pas suffisamment. Parce que la réalité, c'est que pour imaginer, pour inventer, il faut travailler beaucoup. Alors, les gens adorent Mozart, il est mort à 35 ans, mais les gens ignorent que Mozart composait 8 heures par jour. Et depuis l'âge de 6 ans ou 7 ans, pratiquement, il était devant son piano. Ouais. Voilà, il composait. Donc, il y a une chose, on peut dire qu'il y a un art de vivre à la française, mais l'art de vivre ne fait pas de la technologie. Alors, ce qu'on va t'opposer à ça, et c'est audible, c'est de dire que les Français ne vivent pas pour travailler et travaillent pour vivre. Alors qu'ici, c'est vrai que dans la Silicon Valley, ton statut social, ta raison d'être, elle est quand même très définie par ton travail. Et que il y a peut-être une forme aussi d'esclavagisme, c'est-à-dire que on parle beaucoup plus de work-life balance, même si le mot est américain en France, qu'on en parle ici. Hein. Ouais. Ben, en fait, il y a peut-être un problème plus profond en France, qui est un peu différent. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas travailler? Oui. C'est peut-être parce que l'organisation des entreprises, très paternaliste, très hiérarchique, ont dégoûté les gens du travail. Donc, c'est pas parce que les gens sont paresseux, c'est parce que les gens ne sont pas heureux dans un système qui est souvent anachronique. Je ne vois pas beaucoup de gens, je ne vais pas citer des grandes entreprises françaises, mais il est rare qu'on trouve des employés qui disent « Ah, j'ai commencé dans telle boîte, après je suis dans telle boîte ». Les gens de 35 ans n'expriment pas le bonheur d'avoir bossé avec des gens bien dans des boîtes françaises. J'entends pas beaucoup de pitch d'entrepreneurs français, mais j'entends rarement cette fierté. Alors que on a cette fierté pour des gens jeunes qui viennent de Suède ou d'Allemagne. Qui ont bossé pour Nokia, qui ont bossé pour Siemens. Exactement. Ouais. Et donc, il y a une espèce de bonheur. Donc, si les Français ne travaillent que pour vivre et non pas vivre pour travailler, c'est peut-être parce qu'il y a un archaïsme des structures patronales françaises qui n'a pas encouragé l'amour du travail. En revanche, dans les boîtes bien dirigées, les gens aiment leur boulot et sont prêts à bosser plus. Ils sont pas aussi non plus très intéressés par la réussite de leur entreprise aussi. C'est-à-dire à l'inverse ici, dans la Silicon Valley, où... Oui, alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc il n'y a pas les mêmes motivations. Donc les problèmes en France, c'est pas parce que les Français sont paresseux, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que le système n'a pas donné l'amour du travail. Et la reconnaissance qui va avec. Donc c'est un problème plus profond. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui je sais t'intéresse énormément, t'en as fait un livre qui vient de sortir là il y a quelques mois, qui s'appelle Eureka. Beyond Eureka. Beyond Eureka, et tu m'as offert, que j'ai dévoré, qui est sur l'innovation, sur ce processus d'innovation que tu as bien connu. Et j'aimerais que tu nous parles de ça. Qu'est-ce que tu as découvert finalement après toutes ces années, je disais après presque 4 décennies. Je suis désolé, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial d'avoir la chance de discuter avec quelqu'un qui a vécu comme ça 4 décennies d'innovation. Finalement, cette question est toujours omniprésente aujourd'hui. On a un peu peur aussi que cette innovation, cette forme d'intelligence, elle nous soit substituée justement avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a encore une part d'humanité possible? On nous dit que aujourd'hui, c'est pas simplement le travail qui va être remplacé, c'est aussi peut-être une forme de créativité. Quand on regarde les intelligences artificielles aujourd'hui, ben elles font des images, des films, des choses très créatives finalement. Elles font pas des choses que rébarbatives. Ta conclusion et ta vision de l'avenir sur l'innovation, c'est quoi? Tu me poses plusieurs questions à la fois. Je suis désolé, ça c'est un de mes défauts, quoi. Mais j'essaye de montrer. Je crée le cercle. Je crée le cadre. On parlait tout à l'heure du fait que les Français n'aiment pas le travail. Ouais.
je pense que l'intelligence artificielle va peut-être leur permettre d'aimer le travail de nouveau. Ah, intéressant. Parce que beaucoup de gens, plus dans les tranchées, peuvent se construire des outils pour être plus efficaces. Et pour se libérer, finalement. Et pour se libérer. Ouais. Et se faire reconnaître. Donc, peut-être que le changement de la nature du travail va donner aux employés, aux salariés, une autre vision du travail. Intéressant. Et une autre relation au travail. Ok, explique ça. Et c'est un point que... oui, parce que quand on fait quelque chose beaucoup plus vite, on est très fier. On n'a pas galéré. Donc on est plus relax. Et on veut le montrer. Et tous les middle managers qui ne seront pas au niveau, en fait, ils vont tomber d'eux-mêmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, exactement. Tous les bullshit jobs, là, qu'on connaît. Exactement. Donc, je pense que il va y avoir un renouveau du travail. Il va y avoir aussi des pertes d'emplois, c'est vrai. Mais après, ce qui va être important, c'est comment les États gèrent la diminution des emplois, répartissent les richesses. Ça va être un point capital. Ça, c'est clair. Donc, c'était pour répondre à une partie de ta question. Et donc, les entreprises doivent avoir une manière de gérer les employés de façon plus horizontale. C'est un thème que j'aborde dans un livre que j'ai écrit en anglais, Everybody Wants to Love Their Job, et que j'ai réécrit en français. Tout le monde veut aimer son travail. Donc, je pense que ce livre est utile maintenant. J'ai écrit ça en 2018. Alors là, j'ai plein de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, je savais que la conversation elle allait partir comme ça, mais on reviendra, je suis certain. Il faut qu'on revienne sur le processus d'innovation et tout ça. Oui, on va revenir sur... On va revenir là-dessus. Mais je lisais un papier l'autre jour qui s'inquiétait de l'intelligence artificielle. Et pour une fois, c'était pas un papier français, c'était un papier américain. Et qui disait que l'être humain a besoin aussi de l'effort. C'est-à-dire que c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu dis ils vont faire les choses plus vite, ça va leur faire du bien, ils vont être moins stressés et tout ça. Mais en même temps, ce papier, lui, disait que l'humain a besoin d'avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose avec de l'effort pour en être fier. Est-ce que... Non, tu crois pas? Non. Je pense que l'idée d'associer l'effort à la souffrance... Ouais, c'est très catholique. À la fierté, c'est très chrétien. Ouais. Moi, je trouve que on peut être fier de ce qu'on fait sans effort. Et parce que, en fait, on a accumulé une espèce de savoir tacite, implicite, qui nous permet de juger de la qualité de ce qu'on fait. L'idée que la souffrance soit, ou l'effort soit important pour se reconnaître soi-même, se faire reconnaître, non. Je trouve ça débile, en fait. Ouais. La fierté qu'on a, par exemple, quand quelqu'un fait un texte, même en étant de ChatGPT, il le relit, par exemple. Bien sûr. Et il apprend des choses. Et il apprend des choses, et il l'améliore. Ben oui. Et il en voit les problèmes, et il commence à poser des questions, et à se faire des agents intelligents. Donc, je pense que c'est au contraire hyper excitant. Ouais. C'est-à-dire que l'effort, en fait, on fait l'économie des efforts pour archiver, pour comprendre les archives. On gagne énormément de temps, mais on gagne une espèce de mobilité et de disponibilité mentale. En fait, c'est aussi con que de refuser une péridurale pour accoucher. Où il y a des femmes qui sont très très fières de dire moi j'ai accouché dans la douleur, par voie naturelle. Moi j'ai accouché pas dans la douleur, donc. Mais ça te rend pas moins mère, quoi. C'est ça. Quoi. Exactement, parce que de toute façon la souffrance disparaît parce qu'on aime le bébé. Ben oui. Donc, la souffrance. Sinon, les femmes ne referaient pas d'autres enfants. Exactement. C'est pas, non, c'est pas une bonne analogie. Mais si, parce que justement, dans cette intelligence artificielle, on accouche de quelque chose. Oui, on accouche de quelque chose. Mais ce que je vois, c'est que bon, on n'a pas besoin de faire des recherches, ou en tout cas, on arrive à déterminer ce qu'on doit chercher.
Et de plus en plus, les produits d'intelligence artificielle vont donner les sources du savoir qu'ils nous proposent. Donc, ça invite à chercher plutôt qu'à fouiller. Ça invite à aller plus loin, plutôt qu'à accepter ce qu'on nous donne. Mais je suis désolé, je vais rester encore sur cette analogie. Je sais que tu l'aimes pas. Ouais. Et elle est hyper casse-gueule pour moi, qui suis un mec. Ouais. Non mais... Mais j'aime bien justement en parler avec une femme. Mais enfin, moi, j'ai eu une césarienne, donc... et j'ai jamais... D'une manière générale, la souffrance, pour moi, c'est ce qu'il faut éviter. Alors, on peut pas toujours l'éviter. Hein. Alors, je vais aller plus loin là-dedans. C'est-à-dire que est-ce que cette intelligence artificielle, parce que ça, c'est aussi une des critiques qu'on fait à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'insémination artificielle ? C'est pour ça que je veux rester dans cette analogie-là. Je l'avais pas prévu. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on va là. Mais dans le sens où il y a... Est-ce que c'est vraiment nous, tu vois, qui promptons, et est-ce que derrière, on n'utilise pas, tu vois... non, mais... Ouais. Ok. Mais quand est-ce qu'on est vraiment nous? D'une manière générale. Ok. Cette obsession d'être vraiment soi, ouais. D'avoir une espèce d'identité fixe. Mais dans ce cas-là, on n'apprend jamais rien. Ok. C'est un peu débile. Il y a une phrase de Serre que j'aime beaucoup. L'identité est une interaction floue d'appartenance. Waouh. C'était une phrase qui, je cite à peu près, hein, qu'il avait prononcée dans un cours à Stanford. Oui. L'identité est une interaction floue d'appartenance. Alors explique-la cette phrase. Oui. Ben, c'est-à-dire que on n'est pas qui on est qui on devient, qui on fait. Ce avec quoi on interagit, ce avec quoi on n'interagit pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que on est l'artifice qu'on fabrique de soi-même. Effectivement, si j'avais décidé que ma seule identité, ça aurait été de faire Normal Sup, j'aurais pas fait des boîtes. Mais je me suis jamais sentie étrangère à moi-même parce que je faisais quelque chose de totalement différent. Et donc, quand on fait un texte qui est... on écrit un texte avec ChatGPT. Bon, moi, j'écris pas mes textes avec ChatGPT, je les vérifie, je fais faire l'editing. En général, Gemini plutôt que ChatGPT, parce que ChatGPT me paraît trop bavard. Mais j'ai pas le sentiment d'être dépossédé. Si je leur demande à ChatGPT est-ce que c'est clair et qu'il me répond il y a des points à clarifier, quelquefois je pense qu'il a raison, quelquefois je pense qu'il a tort. Parce que ce qui ressort effectivement, c'est des points idéologiques américains spécifiques. Et tu peux lui dire non, je suis pas d'accord. Voilà. Et pars sur une autre piste. Je peux lui dire que effectivement c'est un imaginaire des années 70 académique américain. Et il est très docile. Il va pas te contredire. Au contraire, il va dire ok, pas de problème, tu as raison, Marilène. Je dis proposez-moi quelque chose. Ouais. Donc c'est en fait c'est l'opportunité d'avoir un dialogue permanent avec soi-même. Tu l'utilises comme ça? Beaucoup. Ouais, moi aussi. Oui. Et c'est tout le temps là, c'est tout le temps disponible. Et en fait, j'ai pas l'impression de parler avec une intelligence artificielle. C'est effectivement, comme tu dis, j'ai l'impression de parler avec moi-même. Ouais. Et en fait, c'est une manière de se challenger soi-même. Ouais. Parce que si on me dit c'est bien, j'aurais tendance à dire ça pourrait être mieux. Et où est-ce que ça pourrait être mieux? Non, c'est un stimulant. Et c'est très créatif. C'est comme quand on joue de la musique, de l'impro. On fait un truc, on commence par un truc, c'est nul. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, d'un seul coup, on se réveille, on fait un autre truc. Et plus on improvise, mieux on improvise. Ouais. Et donc, je vois l'intelligence artificielle déjà comme un corpus qui permet d'éviter de perdre du temps à chercher des références indéfiniment. Donc ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Et après, de faire les recherches qui sont vraiment pertinentes.
c'est qu'il y a tel niveau de désinformation que finalement, la machine devienne fausse d'information. C'est possible, mais là encore, il y a l'esprit critique qu'on est obligé d'avoir. Donc on est obligé de rester un être humain quelque part. Moi, ce qui me frappe en France, c'est, encore une fois, une forme de culpabilité sur le résultat. Là, tu as bien expliqué le mode de comment l'utiliser de façon très intelligente. Et quand on obtient ce résultat, il y a des gens qui sont... il y a ce philosophe peu connu, Gunther Anders, qui parlait de culpabilité prométhéenne. C'est-à-dire que quand on a un outil comme ça, cette technologie, ça s'accompagne aussi d'une culpabilité, voire d'une honte. Et on revient peut-être à une forme de douleur. Ici, il n'y a pas du tout cette culpabilité-là. Les gens se sentent pas du tout coupables d'utiliser ces technologies. Oui, mais moi, les Français que je connais ne se sentent pas coupables non plus. L'idée de culpabilité prométhéenne, là encore, pour moi, c'est du bullshit religieux. Ça m'énerve, tous ces trucs-là. Qui vivent avec leur guilt, avec leur honte, mais c'est tellement négatif. Ouais. En fait, j'aime pas... Il y a une chose que je n'aime pas, c'est le monde négatif. C'est peut-être quelque chose que je fuis, en me disant comment on peut le transformer en positif. L'intelligence artificielle ne va pas faire l'éducation des gens, à part qu'elle va l'accélérer. Okay, ça va accélérer, personnaliser l'enseignement pour des gens peut-être qui ne voulaient pas en entendre parler. Mais l'idée de honte prométhéenne, j'arrive pas... Mais peut-être que je suis naïve ou simpliste, mais... Ou californienne. Non, mais je crois qu'on m'aurait posé cette même question quand j'avais 20 ans. Au Palace, t'aurais dit la même chose. Ça m'aurait énervé. Enfin, j'en ai eu, si vous avez honte, cachez-vous, c'est tout. Alors pourquoi écrire des palanquets de texte sur la honte? Non, mais je veux dire... Tu m'as parlé, je me rappelle plus du nom, d'une autrice, d'une poète brésilienne. Oui. Tu vois de qui je parle? Oui. Et tu vas voir, on va arriver justement au processus d'innovation. Et ça fait écho à ce qu'on vient de dire là sur cette notion de culpabilité. Tu m'as dit, la vie, elle commence par un oui. C'est ça. En ce monde, tout a commencé par un oui. Et donc, c'est de Clarice Lispector. Voilà. Dans l'étoile, enfin, dans le titre, c'est L'heure de l'étoile, dans L'heure de l'étoile. Et c'était une écrivaine ukrainienne, sa famille, juive ukrainienne, sa famille a fui les pogroms russes après, en 1918, 1920, un truc comme ça. Et ils sont venus brésiliens. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que tu disais, les Français ont tendance souvent à dire non. Oui, c'est vrai. Et là, ce que nous apprend cette femme, c'est que, et au début, tout a commencé par un oui. Oui. Une molécule dit oui à une autre molécule, et le monde naquit. Ouais. Ou la vie naquit. C'est... Quand on... En fait, c'est vrai que l'innovation, ça consiste à dire oui. Il y a quelque chose de très enfantin, parce que finalement, les enfants, on est enfant, on dit oui à tout quand on est enfant. On apprend à dire non. On dit non lorsque les parents nous cassent les pieds. Ouais. Ok. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que dire oui, par défaut, c'est être curieux. Accepter. Et donc, parce que j'aime beaucoup dans la phrase de Clarice Lispector, que je connais en fait grâce à ma fille. Parce Sophie. que moi, je connaissais pas, j'avais pas lu Clarice Lispector avant. Et c'est intéressant parce qu'elle a eu une vie quand même épouvantable à bien des égards. Et en plus, elle est morte d'un cancer. Mais cette attitude positive aide à imaginer les choses, aide à vouloir changer les choses, aide à créer des boîtes petites et grandes. C'est
c'est la capacité à dire why not et what if. Et c'est pas un grand oui. Exactement. C'est des successions de petits oui. Exactement. J'aime beaucoup ça. Ouais. C'est la citation du jour, la succession des petits oui. Apprendre à dire oui petit à petit, comme dans une relation. Oui, exactement. Ouais. Apprendre à dire oui petit à petit, c'est aussi voir les limites de ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même être d'abord ouvert. Et l'innovation, donc, c'est l'art d'être ouvert. C'est l'art d'imaginer que les choses peuvent être différentes. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, hein? Non. Parce que je fais 200 fois 80 pages pour expliquer à quel point c'est difficile d'innover, à quel point c'est long, à quel point, quand on a une idée, on est au milieu de 100 000 personnes dans le monde qui ont la même idée et qui est aussi bien. C'est un processus très difficile. Donc, ce que j'essaie de faire dans Beyond Eureka, c'est en fait d'encourager les entrepreneurs à être plus sûrs d'eux-mêmes et à accepter que c'est difficile. Parce qu'il y a une chose dans l'idéologie américaine qui peut être très, très inhibante, c'est de dire be the biggest, be the greatest, be successful. Et ça, c'est quand même très répressif. Ce que j'essaie de montrer, c'est que commencez, soyez patient, pivotez 10 fois. Si vraiment vous avez une idée, même si elle est petite, la réalité, faites de votre vision une réalité. C'est intéressant ce que tu dis parce que on a reçu dans Off the Record Karim Bousta, qui était un direct report de Elon Musk, qui a travaillé pendant plus de 3 ans directement aux côtés de Elon Musk. Et Elon Musk, on peut pas dire on peut critiquer Elon Musk sur à plein d'égards, mais on a là quand même affaire à un grand innovateur. Et non, t'es pas d'accord? C'est un innovateur. Et lui, ce qu'il disait, il disait quelque chose il disait, c'est quelqu'un qui est complètement habité, qui a énormément de confiance en lui, en tout cas qu'il laisse paraître, et qui, cette confiance génère presque une forme de brutalité. Ouais. Par exemple, il expliquait que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poignée dans les Tesla pour se tenir à l'intérieur, parce que et ça coûte rien, hein, très honnêtement. Il considérait qu'en termes de design, ça avait aucun sens et que pour lui, tu vois, il y a cette forme de confiance et dire oui, c'est aussi, comme tu le dis, avoir énormément confiance en soi. Ouais. Et pourtant aussi, il y a dans ce processus d'innovation, il n'y a pas que le oui, il y a aussi le non. Steve Jobs était un petit peu aussi comme ça. Hein. Le meilleur exemple, ce serait Steve Jobs. Voilà. Il y a une phrase de Steve Jobs disant « dites non à 100 idées ». Et moi, ma remarque, si on regarde quand même ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit oui à 1000. Il a peut-être dit non à 100, mais il a dit oui à 1000. Oui, à mon avis, parce qu'on ne fait pas le Macintosh en ayant... en étant négatif. Quoi. Ouais. Mais cela dit, là où il a dit non, ça a été aussi la raison de l'échec du Macintosh. Parce que il avait très peu de mémoire. Ça a été quand même, faut pas oublier, le Macintosh a d'abord été un fiasco. Ouais. Et Apple a failli disparaître. En 97, Apple a failli disparaître. C'est le moment où Jean-Paul Gasset d'ailleurs arrive. Jean-Louis Gasset, pardon. On a parlé de tellement Jean-Paul que maintenant j'appelle tout le monde Jean-Paul. Non, Jean-Louis était déjà chez Apple. C'est le moment en 97 il prend les commandes. Où Steve Jobs revient. Ouais. Parce que Steve Jobs était parti en 85. 85. Et donc c'est quand il revient, quand il fait un accord avec Bill Gates, etc. Ouais. Et donc quand il a dit non à certains trucs, c'était un problème, quoi. Ça a été la boîte a failli mourir. Donc, pas la peine de prendre l'exemple d'Elon Musk pour ça. C'est pour moi l'un des plus grands créatifs, les 2 plus grands créatifs, les 3 plus grands créatifs, c'est Steve Jobs, Bill Gates et Jensen Huang. Ah ouais, de Nvidia. Ouais.
Ça, c'est celui qui impressionne le plus. Le vrai, aujourd'hui, Pour moi, c'est... On a fait un épisode où j'ai dit le nouveau Steve Jobs, et pour moi, je présentais Jensen Huang comme le nouveau Steve Jobs. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment avec un livre particulier. Et qui a commencé par des chips graphiques, c'est intéressant, par la créativité, finalement. Mais il a aussi, Jensen Huang, et ce parallèle est intéressant aussi avec Elon Musk, cette notion d'urgence et de mort imminente. C'est-à-dire Jensen Huang, il va devant ses équipes, il dit « Bon les gars, on n'est pas bien, et si on n'arrive pas à régler ce problème dans les 2 mois, on est mort. » Mais ça, c'est vrai de tous les entrepreneurs. C'est-à-dire, un entrepreneur qui se respecte, moi je suis désolé, mais dans les différentes boîtes que j'ai dirigées, je pensais toujours que il y aurait... que la mort était au tournant. Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, le temps ne nous attend pas. Et donc il faut quand même être toujours ouvert sur tout ce qui se passe. Et rester extraordinairement mobile. Et d'être jamais satisfait de ce qu'on a fait. J'ai envie, on arrive un petit peu au terme, on va doucement, il reste encore pas mal de conversations, j'ai encore plein de questions. Mais j'aimerais bien avoir ta vision, ton opinion sur l'Amérique d'aujourd'hui. C'est marrant parce que tout à l'heure tu disais que Sophie, ta fille, t'avait dit les Français sont un peu rude. Et ça t'avait fait rester aux États-Unis. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'Amérique qui est devenue rude, et brutale, et violente. En tout cas, dans le discours avec son président. Alors, c'est pas toute l'Amérique, hein, mais en tout cas, c'est celle qui est au pouvoir aujourd'hui. On parlait d'Elon Musk, il y a aussi une forme de brutalité et de violence. On n'en a pas parlé de ça, pas trop, mais tu portes quel regard, toi, aujourd'hui, là-dessus ? Déjà, il faut éviter les stéréotypes. Il faut penser quand même que 36% des Américains n'ont pas voté. Et que dans ceux qui ont voté, il y a 32% des poussières pour Donald Trump, et très près derrière, il y avait Kamala Harris, plus 1,5% de gens qui n'ont pas voté, qui n'ont pas voté ni pour Trump ni pour Harris. C'est-à-dire que parmi les votants, il n'a pas la majorité des votants. Déjà. Donc, cette tendance, c'est quand même une petite partie des États-Unis. Donc, il ne faut pas essayer de dire tous les Américains, c'est ça. C'est ce qui se dit en France aujourd'hui. Quand tu regardes les plateaux de télévision, on fait cet amalgame. On parle des États-Unis, de Trump, etc. Bon, alors... Mais c'est un hold-up, alors, du coup ? Il est exact que Trump impose un style qui est un peu difficile, ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'on n'était pas dans une forme de pouvoir un peu doux, un peu rationnel, un peu statistique ? Là, on revient presque à Foucault, encore une fois. Un pouvoir mou. Un pouvoir mou. Ah, oui, non, mais c'est vrai. Et en fait, il y a un très, très, très bon livre sur le sujet, récent, d'Abondance de Ezra Klein et Derek Thompson. J'en ai parlé dans un blog post récent, qui remet dos à dos les républicains et démocrates qui sont installés dans une société consumériste qui ne fabrique plus. Donc, si tu veux, ce que disent les démocrates est contredit par les républicains, et les démocrates font la même chose. La même chose. Enfin, c'est une forme de mouvement stationnaire, quoi. Pendant ce temps-là, le monde se fait, comme dirait Leibniz, et la Chine se fait. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas Trump et puis le fait qu'il règle des comptes. C'est quelquefois un petit peu mystérieux, surtout quand on habite en Californie. Le monde se fait et la Chine avance. Et ça, la Chine avance, c'est aussi un des moteurs du discours de Trump. C'est que lui, il considère qu'il y a une véritable menace chinoise aujourd'hui pour l'Amérique et pour les États-Unis. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Mais est-ce que c'est en insultant tout le monde qu'on y arrive? Je ne suis pas si sûr que ça. Donc, quelquefois, il faut attendre, même quand on est choqué, de voir ce qui va se passer. Je ne trouvais pas nécessaire d'insulter l'Europe.
Parce que c'est vrai que si l'Europe et les États-Unis s'entendent réellement bien... Ce qui est le cas. En tout cas, ce qui était le cas jusqu'à présent. Il y avait une force stratégique énorme. Ce qui est plus mystérieux pour moi, c'est effectivement l'idée que la Russie soit si importante. Parce qu'on parle souvent de la Silicon Valley et ces gens-là... Je pense que ça va affecter la Silicon Valley. Ouais. Hein. Les tarifs notamment. Ouais. Voilà. Et la stratégie... Mais le mindset, il n'a pas changé dans la Silicon Valley. Si, peut-être. Qu'est-ce qui a changé? La foi dans les démocrates. C'est ça qui a changé. Est-ce que ça s'est traduit par une foi dans des républicains qui ne sont plus les républicains traditionnels? C'est compliqué. Mais ça va se traduire quand même dans la vallée, parce que les barrières douanières, elles vont nous affecter aussi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui la Bay Area, c'est 40% du PNB de la France, hein, ça va nous affecter. Et c'est surtout le niveau de croissance. C'est-à-dire que si on continue cette croissance-là, dans les 10 ans ou 20 ans qui viennent, ce sera un PIB supérieur à la France, hein, la Bay Area. Hein. Ça l'est déjà... Oui. Peut-être pas la Bay Area simplement, quand même. Je ne sais pas. La Californie? La Californie est déjà supérieure. À la France? Oui. Oui. La Californie est le 4e PNB du monde. Waouh. C'est passé devant le Japon. Pour terminer cet entretien, j'aime bien faire des questions flash. T'es d'accord avec ça? Oui, ça dépend quel sujet. Oh, tu vas voir. Moi, je te pose des questions flash, mais toi, t'es pas obligé de répondre flash. Hein. Tu peux prendre ton temps et répondre comme tu veux. J'ai le droit de réfléchir? Tu as le droit de réfléchir. On coupera au montage pour te rendre très intelligente et te montrer que tu sais répondre immédiatement. D'accord. La personne qui t'a le plus impressionné? C'est plein de personnes qui m'ont beaucoup impressionné. Il y en a pas... Mais il n'en reste pas une Pas vraiment. Quand je parlais de musique l'autre jour avec ma fille, j'ai eu envie de dire Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, est un des profs qui m'a le plus impressionné. Mais tout de suite, je me dis, non, c'est Michel Serres. Ah mais non, je me souviens trop de mes déjeuners au Balzar avec Foucault. Non. Et pourquoi pas Jean-Paul Gaultier? Et pourquoi pas Steve Jobs? Et pourquoi pas... Non, je n'ai pas de personnes qui m'ont le plus impressionné. J'ai été impressionné par des quantités de gens connus et pas connus. Un livre que tu lis ou que tu relis régulièrement? Pas vraiment beaucoup, mais ce que je relis le plus souvent, c'est peut-être L'archéologie du savoir de Foucault. On en a parlé, ouais. C'est un livre que je relis de temps en temps, une phrase, une page par-ci, une page par-là. C'est à peu près tout. Je lis beaucoup, mais j'aime pas lire. T'aimes pas lire? Pas de masse, mais je lis beaucoup, mais... C'est pour ça que tu lis, que t'adores ChatGPT, finalement, quoi. Non, mais... enfin, je lis quand même 3-4 livres par semaine, mais j'aime pas vraiment lire et relire. En revanche, j'ai du plaisir à relire des choses quand c'est avec quelqu'un. Ah. Et il te faut un book club, alors? Peut-être, mais... Non, mais moi, j'ai un book club sur la BD, avec des gens que tu connais, d'abord, et que tu adores. Ouais. Éric Hautemont, par exemple, Michel Meyer, qui bosse chez Meta, ces gens-là. Dans des gens qui m'ont impressionné dans la BD, et que j'avais interviewé quand j'étais jeune, il y avait Tardy. Ah bah oui. Ouais. Mais ça, c'est ton côté un peu punk de tout à l'heure, que je disais. Non, mais c'est mon côté pluridisciplinaire. Ouais. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais ce que je crois, c'est que beaucoup, les gens qui innovent sont pluridisciplinaires. S'intéresse à plein de choses. Ouais. Quand on parle « you have to be laser focus », non, en fait, dans l'exécution, oui, mais pas dans la vision. Voilà, exactement. Mais on peut être laser focus quand on est très cultivé. Okay. Ouais. Parce que si on est laser focus sans être cultivé, c'est qu'on est borné. Alors, tu as étudié la philosophie, donc je suis obligé de te demander ça. Une phrase d'un philosophe qui résume bien la vision du monde, ta vision du monde. L'identité, l'interaction floue, l'appartenance. Michel Serres. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais finalement... Et même chose, hein, cette phrase de Clarice Spector, ce sont des choses qui me résument bien, que je sens bien et que j'aime.
Est-ce qu'il y a un produit tech que tu aurais adoré lancer ou créer? Si je veux être prétentieuse, je dirais que c'est peut-être YouTube. Ah. Parce que c'est une communication très versatile Ouais. et complexe. Ouais. Et ça, Tu veux dire les codes de YouTube ou la diversité des vidéos? La diversité des vidéos. Ouais. La diversité du monde. Ouais. On va retrouver là les strates dont tu parlais au début de cet entretien. Exactement. Elles sont toutes là. C'est là le monde, une accumulation de strates. Ouais. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que tu penses qu'on peut encore être libre dans un monde ultra connecté comme aujourd'hui? Complètement. Je dirais que plus on est connecté, plus on est libre. C'est paradoxal. Enfin, c'est pas paradoxal, mais c'est complètement à contre-courant. C'est pas du tout ce qu'on entend. Mais... On entend que la technologie nous a servi, que on est sur nos écrans en permanence, etc. Moi, je suis sur mon écran en permanence, mais je suis ravi. Est-ce que j'apprends plein de choses en permanence? C'est-à-dire que la connexion en permanence avec des gens, avec le monde extérieur, mais c'est pour moi, on se libère de ce qu'on sait déjà. En fait, pour moi, la liberté, c'est de continuer à apprendre. C'est pas de rester qui on est. Au départ, il n'y a pas d'identité si fixe. Donc, un monde hyper connecté, c'est l'opportunité de découvrir plein de choses. Et de se découvrir dans la foulée. De découvrir des choses qu'on ne savait pas qu'on allait aimer. Il y a deux images qui sont très intéressantes que j'avais vues il y a pas longtemps dans un article où on montre tous ces gens dans le métro sur leur écran de téléphone, mais à côté de ça, on montre une photo du début du XXe siècle où dans le même bus, les gens étaient dans le journal. Tous lisaient le journal dans le bus ou dans le métro, mais la différence, effectivement, c'est que dans cette photo dans le bus, ils lisent tous le même journal. Oui. Et que, oui, effectivement, on n'a pas changé. L'acte est toujours le même, on est toujours en train, parce qu'il y a une curiosité humaine, voilà, mais que peut-être que c'est cette liberté-là, justement, elle est là, c'est que maintenant, on a la liberté de lire. On peut choisir. On peut choisir. On peut choisir. Et passer d'un truc à un autre, alors que si on n'a que le monde, on est obligé de feuilleter le monde pendant 1 heure. Ouais. Et l'idée qu'on soit aliéné par l'hyperconnexion ne serait vrai que si on montrait une image où les gens parlaient entre eux dans le métro. Ce qui n'a jamais été le cas. C'est rare. Ouais, oui, parce que les gens ne veulent pas, en fait. Hein. Enfin, ça, c'est une sorte de... Oui, c'est des fantasmes. C'est un fantasme. Oui. Et donc, l'idée qu'on perd son identité en étant hyperconnecté, c'est le fantasme des solitaires qui n'ont jamais été. On va... Une question plus personnelle. Où est-ce que les gens se trompent à ton sujet? Je ne sais pas. Bah, moi, je me suis trompé. Je pensais que tu étais quelqu'un de très sûr de toi et tu es venu avec oui, j'ai peur. Ouais. Beaucoup d'appréhension. Ça, tu vois, par exemple, je me suis trompé à ton sujet. Je pensais pas ça. Moi, Marilyn, pour moi, c'est une femme ultra forte. Mais on peut être fort et timide. Okay. Comment tu te sens maintenant, après cette conversation? Je suis rassurée, mais je me demande si c'est suffisamment intéressant pour ton éditoire. Moi, j'en suis sûr. Non, mais moi, je n'en suis pas sûre. Je n'ai pas l'arrogance de tout savoir. Je dis, j'aime beaucoup tes questions. Parce que je peux improviser, ouais. C'est vrai. On peut être créatif. Oui, on peut improviser. Mais les gens, peut-être, je ne sais pas du tout, je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. T'y penses, ça? On y pense tous, hein? Quand on est entrepreneur, une des grandes motivations d'un entrepreneur, c'est la reconnaissance. Donc c'est forcément le regard des autres. Oui, alors, j'ai écrit une page, je crois, intéressante dans Tout le monde veut aimer son travail. Je suis devenue peut-être plus timide en me rendant compte que, en enseignant déjà, en comprenant qu'il y avait sur moi 20 pères Dieu, 40 yeux d'un seul coup qui me regardaient. Et donc, je te dis, mais qu'est-ce que je peux faire qu'ils soient heureux de m'écouter?
Et quand je dirigeais mes boîtes, c'était qu'est-ce que je peux faire pour que mes employés soient fiers de travailler pour moi. Donc, j'ai pas pensé à ce qu'ils pensaient de moi, j'ai plutôt pensé à ma manière de les rendre fiers d'eux-mêmes. C'est un peu différent. C'est très différent. Donc, je ne cherchais pas leur reconnaissance, j'espérais qu'ils verraient un sens au travail, à leur travail. Et je pense avoir réussi quand même en grande partie. Parce que les gens qui ont bossé pour moi, on en retiré quelque chose dans la vie. Il y a quelqu'un qui a parlé de toi. Au moment où on sortira cet épisode sera sorti et tu l'auras vu. C'est Pierre Gobil, Oui. Qui a travaillé pour toi et quelque temps et qui a eu des mots absolument incroyables à ton égard. Et ce que tu viens de dire là, c'est exactement. On sent que lui, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc tu as réussi. Bravo. Ouais, non, mais pour moi, c'est vraiment le bonheur des autres est le plus important. Une forme de un peu sacrificielle aussi, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est je veux vraiment aider les autres. Peut-être parce que l'aide que j'ai reçue était quand même minimale. J'ai pas été énormément aidée comme femme. Donc c'est pour ça que je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Il y a cet aspect-là. Justement, aux femmes qui manquent cruellement de rôle modèle dans la tech, t'as envie de leur dire quoi? Parce qu'elles sont soit résignées ou soit très en colère. Alors, d'être résigné, ça sert à rien, parce que quand on est résigné, on n'a plus d'idées. Ouais. Et quand on est en colère, on n'a plus d'idées non plus. Ou alors on a des mauvaises idées. Et on a de mauvaises idées. C'est fuir les gens qui sont des nuisibles. C'est tout. Faire le tri, quoi. Oui. Il y a quand même des gens bien, quoi. Oui, voilà. Fuir les nuisibles, parce que statistiquement, il y a plus de chances qu'on trouve les gens bien. Surtout quand on les cherche. Voilà. C'est intéressant parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc, et t'en es encore la preuve aujourd'hui, c'est que les gens les plus intéressants et les gens qui vraiment ont réussi dans la vie sont tous bienveillants. Tous. Vraiment, j'ai le sentiment que les bons que j'ai côtoyés, ils ont ce point commun, ils sont hyper bienveillants. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la critique, ils sont pas dans le mépris, ils sont pas dans une... Ils ont toujours une parole, elle est peut-être pas forcément agréable, mais elle est là justement pour essayer de te rendre meilleur. Et à chaque fois, il y a une forme de bienveillance. Donc moi, je me dis, et dans un monde dans lequel on vit, où on est de plus en plus exposé, et les femmes peut-être encore plus, qui reçoivent plein de critiques. Moi, j'ai des copines à moi qui sont youtubeuses et qui me disent « Tu n'as pas les mêmes commentaires que moi j'ai, par exemple, sur mes vidéos. » C'est toujours vrai. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas les mêmes, le même niveau de commentaires, etc. Et ça m'a beaucoup aidé parce que même moi, homme, je reçois des commentaires qui sont pas toujours cool. Et on dit, on n'en a rien à faire, mais c'est pas vrai, on les lit. Et quand on les lit, ils font mal. Et je me suis rappelé de ça, je me suis dit, oui, mais tous les gens bien que tu connais sont tous bienveillants. Donc, ces commentaires-là viennent de gens qui ne sont pas des bons. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire? Et on revient au tri dont tu parles là. C'est du nuisible. Et ne pas répondre. Ne pas rentrer dans la polémique. Je crois que c'est la seule solution, parce que sinon... Parce que la plupart des gens qui sont malveillants, c'est peut-être des gens malheureux. Ouais, moi, je me dis ça, il y a des commentaires des fois hyper longs. Et je me dis, mais quelqu'un a pris 20 minutes, 30 minutes de son temps aujourd'hui pour écrire un truc absolument horrible. Qu'est-ce qui doit être malheureux, effectivement? Voilà. Ce sont souvent des gens malheureux. Ouais. Et donc, si on essaye de prendre le contre-pied, on accélère leur malheur. Donc, quelquefois, on est gentil en ignorant. Ouais. Me semble-t-il. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la jeune Marilène? Moi, je te trouve très jeune. Hein. Alors, quel conseil tu te donnes aujourd'hui, quoi? Tiens, je préfère cette question. Quel conseil tu te donnes aujourd'hui? Je me donne pas de conseils. Parce que je ne sais pas ce qu'elle va faire.
ce qu'elle a envie de faire. C'est encore improbable. C'est la réalité. Ouais. Je ne donnerai pas de conseils à la jeune Marilyn parce que il est difficile de savoir ce qu'elle veut faire parce qu'elle pense que on peut tout faire. Ouais. Merci Marilyn d'être passée par Off the Record, c'était un plaisir. Ça fait un petit bout de temps que je te dis que j'avais envie que tu viennes et j'étais très excité à l'idée justement de cette conversation et tu nous as gâtés, vraiment. Merci. Merci à toi, je suis toujours ravie de te parler. Je suis toujours impressionnée par ta culture aussi. Oh, non, enfin, là... Si, je suis impressionnée par ta culture, et surtout tout le temps, toutes les fois, par ta gentillesse. Voilà, c'est Off the Record. Vous avez peut-être découvert Marilyn Delbourdet-Fils. Contactez-la, parce qu'elle a plein de choses à apporter, et puis notamment pour les entrepreneurs. Elle coach aussi des entrepreneurs. Hein. Ah oui, on n'a pas du tout parlé de ça. Hein. On n'a pas du tout parlé que de de l'histoire. On a parlé que de On l'histoire. a l'impression que je suis une relique. Non, c'est pas vrai. On a donné matière aussi à réflexion, quoi, en fait, quoi. Moi, je pense que les gens vont avoir envie de te parler, quoi. Ils vont, ouais, je pense. On en reparlera, mais je suis certain que tu vas recevoir plein de messages. J'en suis sûr. Okay. De gens qui adoraient être coachés par toi, quoi. Parce que c'est parce que d'abord tu as une expérience absolument incroyable et puis aussi cette gentillesse et puis cette vision du monde que tu as qui est hyper moderne. Donc je pense que tu vas recevoir beaucoup de messages, j'en suis sûr. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette conversation sans filtre avec Marilyn Delbourdet-Fils. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Off the Record. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Hasta luego, bye bye.